Bonsoir. Je vais vous inviter à prendre place sur nos beaux sofas. Juste ici. Enchantée. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Alors, on est très content de vous recevoir ce soir à l'Espace Ville Autrement. Avant de passer la parole à notre animateur et à nos panélistes, je vais juste prendre un petit moment pour vous parler du lieu dans lequel on se trouve ce soir, qui est l'Espace Ville Autrement. Donc ici, avant, c'était les bureaux de Musique Plus. Je ne sais pas si certains ont des souvenirs de cette époque. On avait le Vox Pop dans l'entrée ici. Mais en 1999, Musique Plus déménage et c'est l'UQAM qui rachète la bâtisse. Et ce local-ci, par contre, reste vacant jusqu'en 2020. Donc quand même un 20 années à peu près de vacances. Et en 2020, c'est un collectif de chercheurs de l'UQAM qui s'associe à Entremise, qui est une entreprise qui transforme des bâtiments vacants, pour essayer de donner une nouvelle vocation à ce local et en faire un quartier général pour penser et faire la ville autrement. Donc, on a une mission qui a 3 grands axes, soit faire la ville autrement en étant un lieu où il y a plusieurs organisations qui travaillent dans l'espace et qui ont toute la mission de participer à faire la ville. Penser en faisant des liens avec la recherche, donc en faisant des maillages entre pratique et recherche à l'UQAM, qui prennent plusieurs formes, et diffuser en étant un lieu de diffusion de la connaissance où on accueille de nombreux événements comme celui qu'on a ce soir. Alors, je vous avertis aussi, la conférence ce soir est enregistrée. Donc, si vous voulez prendre la parole, mais que vous ne souhaitez pas qu'on diffuse votre voix, juste venir nous voir, puis on va vous couper l'enregistrement. Aussi, à la suite de la conférence, il va y avoir un petit moment pour réseauter, pour continuer à discuter du sujet dans un cadre un peu plus informel. Donc, vous êtes invités à rester. On va avoir un bar à l'arrière. Et je vous invite aussi à rester à l'affût de nos réseaux sociaux. Il y a de nombreux événements qui vont suivre celui-ci et on les affiche toutes sur notre page Facebook de l'Espace Ville Autrement. Alors, maintenant, je vous présente Francis, qui va être notre animateur pour la soirée. Francis est directeur général d'Entremise, détenteur d'une maîtrise en architecture de l'Université Laval et membre de l'Ordre des architectes. Dans le cadre de ses 5 années de travail chez Entremise, Francis participe à travers différents projets à la requalification de bâtiments vacants ou sous-utilisés partout au Québec. Je te passe. Merci Marianne. Je vais reprendre ma feuille aussi. Bonsoir tout le monde. Donc, je vais être votre animateur pour la soirée. Donc, ce soir, le programme de la soirée, c'est un dialogue, en fait, entre la recherche menée par l'École d'architecture de l'Université Laval sur une étude de cas de la ville de Trois-Rivières et le guide de recommandation élaboré par Entremise pour faciliter le réemploi de l'existant et la requalification du patrimoine bâti. Cette synergie permettra d'enrichir la discussion et de promouvoir les solutions pratiques et durables pour l'avenir de notre patrimoine. Je vais vous présenter en bref, le CERIEC. Donc, le CERIEC est un centre d'études et de recherche mis sur pied en septembre 2020 qui a pour mission de contribuer aux façons et au déploiement de l'économie circulaire par un programme de recherche scientifique interdisciplinaire de pointe et par des initiatives de formation, dialogue, valorisation et transfert destinés à maximiser les retombées pour les acteurs-actrices économiques, les gouvernements et la société civile. Le lab de construction du CERIEC est un laboratoire d'accélération visant à démontrer par des projets d'expérimentation innovants et co-créés avec des parties prenantes comment intégrer puis généraliser des stratégies d'économie circulaire pour le secteur de la construction. Dans le cadre du lab construction, le CERIEC a identifié plusieurs pistes de solutions. Cet événement s'inscrit dans la recherche de la solution numéro 7, nommée Levier pour la réutilisation adaptative des bâtiments, afin de développer, diffuser et vulgariser des outils pour les acteuristes du milieu de la construction, les municipalités et les propriétaires. Dans le cadre de cette recherche, Entremise a produit un guide de recommandations pour faciliter le réemploi de l'existant et la requalification du patrimoine bâti.
et l'Université Laval a produit une recherche sur comment baliser le potentiel de réemploi des bâtiments et l'augmentation de leur durée de vie à l'échelle municipale, dont le cas d'étude de Trois-Rivières. Donc ce soir, nos panélistes nous présenteront une synthèse de leurs activités, puis suivra une discussion entre nos panélistes. Par la suite, nous ouvrirons la discussion afin que vous puissiez poser des questions. Avant de passer la parole à nos panélistes, je voulais vous présenter brièvement Entremise, l'Université Laval et chacun de nos participants. Donc, brève présentation de l'Université Laval. L'École d'architecture de l'Université Laval, affiliée à l'institution depuis 1964, est reconnue parmi 12 écoles canadiennes certifiées pour son programme de formation professionnelle en architecture. Forte de valeurs fondamentales telles que la préservation de l'environnement bâti et l'engagement sur la soutenabilité, elle favorise la synergie entre la théorie et la pratique. En encourageant les étudiants et étudiantes à aborder les défis architecturaux contemporains avec créativité et pertinence. L'école intègre l'évolution des pratiques en tenant de répondre aux besoins changeants de la société. Ainsi, elle offre une formation rigoureuse qui stimule à la fois la requalification des milieux et l'innovation en architecture, préparant ainsi les futurs architectes à jouer un rôle central dans la création d'un environnement bâti durable et harmonieux. Brève présentation d'Entremise. Donc, Entremise est une entreprise d'économie sociale et solidaire en aménagement qui conçoit, met en œuvre et opère des projets d'immobilier collectif aux côtés d'acteuristes publics, des propriétaires et des communautés. Son équipe dynamique et passionnée est composée de spécialistes en architecture, en urbanisme, en communication, patrimoine et finances. Ensemble, nous offrons une expertise en immobilier et en architecture durable, participative et sensible au patrimoine bâti. Nous permettons à des entrepreneurs, des commerçants, des créateurs-créatrices, des citoyens-citoyennes ou des organismes communautaires de redonner vie aux bâtiments vacants ou sous-utilisés en les transformant en projets d'immobilier collectif pour des villes plus justes, durables et résilientes. Je passe maintenant aux panélistes. Donc, ce soir, nous sommes accompagnés par M. François Dufault, professeur agréé à l'École d'architecture de l'Université Laval, M. Pierre-Olivier Bureau-Larry, architecte membre de l'OAQ et candidat à la maîtrise scientifique en architecture, ainsi que Pierre-Luc Lucier, détenteur d'une maîtrise en design de l'environnement et d'une maîtrise en architecture, et également concepteur et chercheur chez Entremise. Donc, nous allons commencer par une présentation synthèse de la recherche. C'est moi qui va changer vos slides, donc un petit clin d'œil, puis je change la slide. Yes. Bonsoir tout le monde, vous m'entendez bien? Génial. Donc, le projet de recherche, on a commencé l'été dernier. En fait, c'est un projet avec de très longue haleine, mené par François, par moi également. Mais il y a deux acteurs qui ne pouvaient pas être présents aujourd'hui, Benoît Lambert et Laurent Gagné, qui ont participé aussi activement à l'élaboration du projet de recherche sur Trois-Rivières. Donc, sans plus tarder, en fait, rapidement, on va présenter la problématique, la méthodologie, on va vous parler brièvement aussi des résultats, mais également des conclusions, puis d'une suite éventuelle du projet avec la ville de Trois-Rivières, si possible. La problématique, en fait, touchant le réemploi des bâtiments, vous devez la connaître un petit peu. En fait, elle posait trois grandes questions, à savoir quelles étaient les interventions sur le patrimoine bâti urbain, normalement documentées par les municipalités. En fait, on a pris le pari qu'on était en mesure de pouvoir regarder un peu comment l'évolution du patrimoine bâti à travers les données que la ville de Trois-Rivières allait pouvoir nous donner. Ensuite, on s'est posé comme question quelles sont les parts des projets de démolition, de construction, de rénovation sur le parc immobilier existant. Concrètement, on a toujours l'idée en fait qu'on se fait, c'est qu'il y a beaucoup de démolitions et on voulait voir quantifier cette réalité-là à Trois-Rivières par rapport aux projets de rénovation et de construction. Puis finalement, on s'est interrogé sur, à l'échelle municipale, en fait, qu'est-ce qui influence la nature des projets, la nature des interventions, puis aussi l'efficacité du réemploi puis la qualité des bâtiments concrètement. Est-ce qu'il y avait des processus pour pouvoir qualifier ces opérations-là. Les objectifs, en fait, on est parti des données municipales, donc qui traduisent les réalités opérationnelles, à savoir, dans le fond, comment on pouvait quantifier la prolongation
durée de vie des bâtiments. Ensuite, on est parti aussi des données empiriques pour documenter les réalités vécues sur le terrain avec des interviews qu'on a fait avec à la fois les gens de la ville de Trois-Rivières, donc le service de l'urbanisme, mais également des propriétaires fonciers, puis des entrepreneurs et des architectes, pour voir eux comment ils vivent cette réalité-là, pour voir quels sont les freins et les leviers pour pouvoir, en fait, améliorer la qualité du processus. On a cherché aussi à comprendre l'importance relative des opérations pour voir est-ce que la réalité qu'on perçoit, en fait, elle est réelle. Et puis aussi, on a, avec l'aide d'entreprises, on a établi un outil pour comprendre les réalités de différents acteurs. Bon, le territoire de la ville de Trois-Rivières, en fait, on s'est centralisé sur le centre-ville parce que c'est un territoire qui possédait plusieurs types de tissus urbains, des tissus plus anciens qui arrivaient en fin de vie utile, aussi avec beaucoup de tissus industriels qui doivent être revitalisés. Il y a aussi beaucoup d'instituts qui sont là. Des institutions, pardon, donc soit des couvents notamment ou les hôpitaux. Donc, c'était de voir comment, en fait, c'est un tissu qui est assez représentatif des villes de moyenne taille au Québec. Donc, c'était l'idéal pour comprendre cette réalité-là à Trois-Rivières, puis pouvoir en tirer des constats. On a mené l'étude en 2016 et 2022, donc on a eu aussi la part de la pandémie qui, somme toute, en fait, on était un peu surpris de constater qu'il n'y avait pas grand changement, en fait. Il y a beaucoup d'opérations pour les petits particuliers qui ont fait plus de rénovations parce qu'ils ne pouvaient pas bouger, mais en fait, dans la réalité, par exemple, institutionnelle, ben, c'est souvent des plans d'action qui sont faits sur plusieurs années. Donc, forcément, il y avait un petit peu moins d'influence. Donc, vous voyez à la carte, en fait, à l'écran, le territoire d'études était très restreint comparativement à l'étendue de la ville de Trois-Rivières. C'est un patrimoine qui était existant pour la majeure partie. Ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a de très grandes parcelles institutionnelles, beaucoup de bâtis aussi de première cour, en fait, qui a été construit après la guerre entre l'autoroute puis le nord. Et il y a un bâti un peu plus spécialisé entre le fleuve Saint-Laurent et la rivière Saint-Maurice. En fait, quand on est parti de la ville de Trois-Rivières, nous a transféré la matrice ArcGIS puis aussi la matrice Excel, plus de 5400 données qu'on a dû trier à la main avec des informations super intéressantes, mais en fait, on s'est rendu compte qu'en grande partie, c'est la qualité des informations qui déterminait à quel point le projet de recherche pouvait être intéressant ou pas. En fait, il y avait une des cases, une des rangées des données, c'était les descriptions textuelles qui étaient rentrées par les agents et les agentes au permis, qui nous a permis de nous faire un classement secondaire parce que, en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que, bien malheureusement, des fois, c'était classé un peu n'importe comment. Puis, parce que l'outil est fait comme ça, en fait, en parlant avec les gens de la ville, on s'est rendu compte que c'est une réalité opérationnelle. Donc, nous, on s'est refait des catégories pour ensuite bien comprendre comment on pouvait classer, par exemple, une opération de démolition avec une opération d'agrandissement, ou de construction neuve. Et ça nous a permis de tirer certains constats. Avec les sources aussi, on a regardé tout ce qui était au registre foncier, mais aussi pour comprendre, dans le fond, la réalité bâtie sur le site de Trois-Rivières, pour comprendre concrètement quels étaient les potentiels qui pouvaient se dégager dans les projets. Pour voir, en fait, concrètement, c'est bien beau de vouloir utiliser les bâtiments, mais est-ce que c'est possible de le faire à l'échelle urbaine? Puis ça nous a permis aussi de générer des cartes pour ensuite comprendre plus graphiquement comment la répartition des choses dans l'espace. Donc, en 2000, ça c'est la carte de 2022, mais on en a fait pour chaque année avec une globale où on comprend en fait que concrètement, 82% des permis sont donnés dans la rénovation et 4% pour la construction neuve. Donc souvent, on a tendance à croire qu'il y a une logique de densification, pas de densification, mais d'étalement urbain. C'est sûr que dans le centre-ville de Trois-Rivières, cette réalité-là est un petit peu moins réelle. On s'entend qu'on a rencontré les gens de la ville, ils nous ont dit on a des réserves de terrain jusqu'à 2070. Donc, cette logique d'étalement urbain, elle est bien présente à Trois-Rivières. On nous en déplaise, mais il y a quand même une forte proportion des projets de construction qui sont faits dans la rénovation dans le secteur d'études, ce qui nous a beaucoup étonnés, en fait. Aussi, on a souvent tendance à croire que c'est des très grandes opérations qui coûtent très cher, mais en fait, la moyenne, 67% des opérations avaient 50 000 $ de moins de valeur de travaux. Ça nous a aussi un peu étonnés parce que, en fait, on s'attendait à avoir des grandes opérations, mais en fait, c'est souvent des particuliers qui vont rénover eux-mêmes leur maison, soit changer les fenêtres, changer la toiture, rénover la salle de bain, des choses, en fait, qu'on peut faire sans grand
sans aide professionnelle ou sans entrepreneur. Il y a aussi, on a découvert que pour certaines opérations, en fait, la valeur des travaux était sous-estimée, mais grandement, quand on considère que la valeur des permis est directement proportionnelle à la valeur qui est déclarée dans les travaux. Bon, la Ville était un peu surprise, mais était au fait de la situation. Mais ça fait partie de ces espèces d'incongruités qu'on a découvert dans l'étude puis qu'on a manifesté à la Ville quand on les a rencontrés. Ce qu'on a constaté aussi, c'était comme je vous disais, une grande part des permis étaient destinés à la rénovation, mais c'était surtout des opérations de petite envergure. Il n'y a pas beaucoup de grandes transformations sur le cadre bâti à Trois-Rivières. C'est peut-être, on a mis certaines hypothèses à la fin, mais c'est peut-être en fonction de la valeur foncière. On posait la question, en fait, on a posé la question à la Ville en leur disant, est-ce que c'est directement proportionnel à la valeur de l'évaluation? Puis ils nous ont dit probablement, parce que les gens rénovent de manière plutôt cyclique, plus fréquemment que de grandes opérations, parce que la question de la revente, comparativement au marché, c'est beaucoup plus cher. C'est un enjeu quand même considérable dans un marché qui est peut-être un peu plus stagnant. Ce qui nous a aussi surpris, c'est qu'il y a très peu de démolition dans le centre-ville de Trois-Rivières. On n'est pas dans une logique de remplacement, on est plutôt dans une logique de consolidation. C'est pas la même chose que, par exemple, on peut voir dans les banlieues de Montréal où il y a la démolition de bâtiments pour construire ou densifier. On n'est pas du tout là encore. Encore une fois, probablement à cause de la valeur foncière. On a été aussi surpris de constater que en fait, on s'attendait à avoir une grande prépondérance des opérations résidentielles, mais comme je vous disais, dans le cadre de l'étude de cas, on a réalisé qu'il y avait quand même beaucoup d'institutions, puis les institutions font souvent des investissements de manière cyclique, et ça représenterait pratiquement un tiers de tous les investissements qui étaient faits sur le patrimoine bâti dans le secteur d'études. C'est sûr que c'est un peu faussé parce qu'il y a une grande quantité dans le secteur d'études, mais au final, ces deux secteurs-là se partagent quand même une grande part du gâteau. Je vais juste, Francis, te demander de descendre un peu, parce que je ne vois pas. On a remarqué aussi qu'il y avait quand même, en fonction de l'affectation des sols, on était surpris de comprendre qu'il y a certaines motivations, en fait, qui viennent définir les opérations. Dans la question, en fait, dans le secteur institutionnel, on est plutôt dans une logique de maintien d'actifs. On change les fenêtres, on va changer les toitures, on va agrandir, mais on va consolider, par exemple, l'hôpital ou le cégep, l'université. Dans la logique commerciale, on est plutôt dans des cycles qui sont rattachés, par exemple, au commerce. Quand les commerces changent, on va changer les bannières, on va changer les couleurs, faire des modifications sur l'enveloppe, mais ça demeure malgré tout assez mineur. Puis dans la logique industrielle, on est plutôt dans une question d'optimisation. On va prendre ce qu'on a, puis on va le transformer de manière à le conserver plus longtemps. Ce qui est très logique, parce que Trois-Rivières demeure quand même un secteur industriel important au Québec. On s'est aussi posé la question par rapport à la valeur patrimoniale. Est-ce que la valeur patrimoniale influençait la quantité, pas la quantité, mais la qualité, ou on peut dire aussi la quantité de la rénovation? On a été surpris de constater qu'il y avait des bons programmes de rénovation à Trois-Rivières, mais elles s'adressaient seulement à 11% de tout le patrimoine bâti qui était reconnu, ce qui fait qu'en fait, les gens, malheureusement, n'ont pas accès à des subventions substantielles pour pouvoir rénover leurs bâtiments, ce qui est, selon la Ville, un grand problème, mais malheureusement, ce n'est pas eux qui décident qu'est-ce qui est patrimonial puis à qui va l'argent, donc ils s'en sont remis au ministère de la Culture. On a aussi, on a posé la question par rapport au cycle de vie. Vous savez probablement que par exemple, dans le secteur résidentiel, on va rénover à toutes les 40 à 60 ans. Il y a une grande partie du cadre bâti de Trois-Rivières qui arrive à son premier cycle de vie, puis on a essayé de comprendre, dans le fond, quels allaient être les prochains secteurs qui allaient être rénovés. C'est probablement, d'ailleurs, ceux qui ont été construits après la Seconde Guerre mondiale, au-dessus de l'autoroute. Bonsoir. Donc, effectivement, dans les constats, en fait, on a réalisé, il y a vraiment deux réalités. Il y a une réalité macroéconomique où on constate effectivement qu'il y a un potentiel d'économie circulaire, la rénovation est importante, pour différentes motivations, comme Pierre-Olivier vient de vous le dire. Et puis, en fait, que la position de la Ville est de beaucoup faciliter les travaux. Donc, ils sont très soucieux, par exemple, de réduire la paperasse, réduire le processus administratif. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, dans ces petits travaux, il y avait effectivement beaucoup d'impact au niveau des résidus de construction,
parce qu'on voyait là, les chiffres des centres d'enfouissement, puis qu'effectivement, il y avait beaucoup d'éléments comme ça qui auraient pu être valorisés, mais qui étaient perdus, parce qu'effectivement, à Trois-Rivières, bon, sur ce marché-là, il n'y a aucun, pardon, il n'y a aucun support ou aucune piste pour recycler les choses. Donc, c'est ça. Après ça, après cette espèce de compréhension macroéconomique, on a décidé de regarder vraiment des études de cas. Donc, pour essayer de comprendre plus précisément, Pierre-Olivier en a parlé, qu'est-ce qui motive les propriétaires, qu'est-ce qui motive en fonction de l'usage du bâtiment, du type de bâtiment, et puis, effectivement, le processus, les intentions. Donc, bon, il y a eu 19 fiches qui ont été faites comme ça, qui permettent de comprendre à la fois des objectifs généraux et puis les cas particuliers. Pierre-Olivier, vous avez mentionné le fait que la documentation qui partait des permis est très complexe. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de catégories, mais finalement, il y a beaucoup de catégories qui correspondent à des fragments de moins de 1%. Ce qui fait qu'aussi, les municipalités, finalement, génèrent une énorme documentation administrative qu'ils sont incapables d'analyser. Donc, ils sont incapables de faire un retour sur ce qui a été fait dans les années précédentes, ce qui, évidemment, est très curieux là, en termes d'exercice de planification. On peut continuer. Donc, un élément qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a identifié 6 grands enjeux, la rentabilité, la réglementation, les besoins, le cadre politique, les valeurs et les savoirs, qui sont un peu des variables qui vont influencer les décisions des acteurs comme tels. Donc, on peut continuer. Et puis, on s'est rendu compte, c'est ça, quand on arrive dans le microéconomique, c'est ça, ces variables, on voit une constellation de problématiques, on voit des similitudes, il y a des enjeux de règlement, puis il y a souvent des contradictions entre les intentions macroéconomiques puis qu'est-ce qui se passe sur le plan microéconomique. Et puis, dans le fond, ce qu'on s'est vraiment rendu compte, c'est que la Ville est très préoccupée, comme je vous disais, du processus, mais pas très intéressée du résultat. Donc, en fait, les villes vont faciliter les travaux, mais en fait, ils ne vont pas tellement se préoccuper de qu'est-ce qui est fait. Et alors, un des paradoxes, c'est que dans un restaurant aussi, le processus est très important, mais le résultat, il est mangé très vite. Alors qu'en architecture, le problème, c'est que le résultat, il dure très longtemps. Et donc, on est très surpris que les villes ne soient pas plus préoccupées du résultat, parce qu'effectivement, ça affecte le milieu de vie, ça affecte les revenus fiscaux, ça affecte la réalité sociale. Or, ce qui est intéressant, c'est que Trois-Rivières, qui est une ville qui est en train de se redéfinir sur le plan industriel, avait identifié le milieu de vie ou l'environnement comme un atout pour vendre la ville comme lieu de croissance. Mais si elle ne se préoccupe pas de ce qui est fait, c'est ça, le projet n'arrive pas à se concrétiser. Donc, ce qui a été fait, c'est ça, à travers les 6 enjeux, c'est essayer de réfléchir à l'interaction entre ces enjeux-là. Donc, un des points qui est important, c'est que c'est pas ce qu'on se rend compte, c'est que c'est pas nécessairement un objectif de performance. Les gens veulent pas nécessairement, par exemple, un bâtiment qui va être juste rentable, ou un bâtiment qui va être juste durable, ou un bâtiment qui va être juste historique. Ils vont essayer de trouver un équilibre entre ces différents enjeux, entre la politique, la réglementation, le savoir-faire, qu'est-ce qui est disponible, les connaissances, leurs besoins. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte, on peut continuer, c'est que finalement, selon les projets, il va y avoir des stratégies différentes. Donc, c'est ça. Alors, ça a vraiment été le point. On va vous montrer quelques exemples après. Donc, en conclusion, à l'échelle macroéconomique, on se répète, mais on va synthétiser, les quartiers urbanisés depuis plus de 40 ans, effectivement, il y a une prépondérance de la rénovation. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les petites opérations sont celles qui dominent. Ce qui est intéressant, puis Pierre-Olivier l'a mentionné, la réglementation, en fait, l'évaluation patrimoniale a tendance à valoriser les bâtiments monumentaux. D'ailleurs, pas nécessairement pour leur qualité architecturale, mais pour leur représentation symbolique. C'est-à-dire, par exemple, l'université, qui date en fait des années 70, est très haut cotée, alors que ce n'est pas une question architecturale, c'est une question sociale. Donc, le paradoxe, c'est que l'argent qui est disponible ne va que pour les bâtiments exceptionnels, qui sont souvent institutionnels. Et donc, la majorité des opérations qui se font dans du bâti ordinaire, finalement, eux, sont dévalorisés. Donc, ils n'ont pas droit aux subventions.
Comme on l'a dit, le secteur institutionnel est dans le maintien d'actifs, puis ça correspond finalement aux objectifs du Conseil du Trésor du Québec. Donc, il n'y a pas nécessairement des enjeux de patrimoine, il y a des enjeux de remboursement de la dette du Québec. Les secteurs commerciaux et industriels, bien, sont importants, mais eux sont vraiment dans des logiques à court terme. Donc, la question de la rentabilité est importante. Donc, la rénovation est un potentiel exploité aux motivations contrastées. À l'échelle microéconomique, comme on vous l'a dit, bon, les différentes études de cas nous permettent de voir une variété d'enjeux, l'emphase sur le processus et non pas le résultat, peu d'encadrement sur la qualité, comme je disais, les motivations contrastées entre les propriétaires et les perspectives de rentabilité, puis la recherche d'un équilibre. Donc, si on peut aller au suivant. Donc, on a juste, je résume ici, là, pour la question de la rentabilité, qui est un enjeu important, qui est souvent défini par les gouvernements à travers la réglementation, à travers la fiscalité. La question des besoins, en fonction de qu'est-ce qui est présent, la spécialisation, la flexibilité, l'impact environnemental. La question des savoirs, qui est toute la connaissance du milieu. Vous savez, on a affaire à un cadre normatif qui est indifférent au milieu. Puis là, dans le fond, on décide d'intervenir sur de l'existant, mais on ne le connaît pas. On peut continuer. Après ça, bien, effectivement, le cadre réglementaire qui a été essentiellement dessiné pour faire la ville moderne. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'un cadre réglementaire qui ne voit pas la ville existante? Le problème des politiques au niveau municipal. Donc, effectivement, entre le court terme et puis le long terme, la difficulté d'adéquation. Et puis, à la fin, en fait, dans la conception, les perspectives immobilières, c'est quoi les valeurs qui vont encadrer les projets et quels vont être les critères? Donc, les valeurs qui sont partagées à la fois par les propriétaires, les entrepreneurs et la municipalité. Puis, quels critères vont servir? Concrètement, on avait fait des cartographes pour comprendre un peu ces relations-là. Dans l'exemple résidentiel où on avait ici, en fait, c'est un bâtiment qui était transformé, qui était adapté avec un ajout à l'arrière, qui devait répondre à une famille qui était grandissante, l'ajout d'un nouvel enfant. Donc, cette idée, en fait, que les besoins, à ce moment-là, venaient primer sur le rendement économique, on construisait pour rester. Dans le secteur institutionnel, on a une logique qui est totalement différente. C'est un théâtre qui a été fait par Chevalier Morales. On a eu le plaisir de leur parler, qui nous expliquait en fait tout le savoir, puis l'argent qui a été investi dans la connaissance, puis à la fois dans l'apprentissage des techniques de construction, mais aussi des recherches historiques, pour pouvoir mettre en valeur ce patrimoine-là. Donc, le projet d'architecture devenait un projet politique, un projet historique, contrairement à cette idée de rentabilité continue. Dans le projet commercial, en fait, où là, on voit que c'était un entrepôt où on avait obturé les fenêtres, un bâtiment moderne, super intéressant. On est venu remplacer toute la fenestration par des panneaux tympans pour pouvoir mettre plus de rangement. Cette idée de rentabilité était beaucoup plus forte. Puis dans le projet commercial, c'est la transformation d'un hôtel au centre-ville où là, on avait des intérêts divergents. Oui, il y avait une question de rentabilité, de vouloir faire de l'argent, mais c'est un bâtiment aussi patrimonial. Donc, cette idée de valeur et de savoir était tout aussi importante. Donc, c'est là où on atteint, à notre avis, le meilleur équilibre. En fait, simplement pour vous dire ici, c'est en fait un résumé des grands points. Mais ce qu'on voit, c'est effectivement le choix de Trois-Rivières, c'est que dans le fond, Trois-Rivières, c'est la ville quelconque. C'est la ville archétype de la ville québécoise. Puis on n'est pas du tout dans les logiques ou, par exemple, de l'arrondissement Ville-Marie à Montréal, ou, par exemple, la logique du Vieux-Québec puis de la colline parlementaire. Vous avez des enjeux de représentation ou des enjeux économiques tout autres. On est vraiment dans des logiques de quartier qu'on pourrait retrouver dans toutes sortes de villes moyennes au Québec ou qu'on pourrait retrouver sur l'île de Montréal, mais en dehors du centre, ou à Québec, en dehors du centre symbolique ou politique, en fait. C'est dans ce sens-là qu'on trouvait que c'était intéressant comme milieu de travail. Merci beaucoup. Plein de questions, plein de réflexions. Avant de s'embarquer dans un échange, je vais passer le micro à mon collègue, Pierre-Luc. Tu prends-tu celui-là ou... Il est-tu mort? Merci. Bonjour. Merci pour toutes ces belles explications. Je trouve ça très bien comme synthèse, c'est super clair.
nous, Entremise, on a travaillé sur le guide de recommandation un peu en parallèle de cette recherche-là. Des fois, on fait une recherche, on obtient la synthèse, puis on produit quelque chose en résultat de cette chose-là, mais nous, on a produit le guide un peu en même temps que vous construisiez votre recherche et que vous obteniez vos résultats. Premièrement, merci à Marie-André Groslot qui a parti le bal de ce projet de guide avec moi. J'aimerais aussi remercier Ariane de chez Passerelle et David Allard-Martin qui étaient agents de patrimoine pour le Val-Saint-François qui ont répondu à beaucoup de questions quand on a construit ce guide, un peu comme à titre de consultant. C'est un peu drôle de parler d'un guide qui s'écrit, qui se lit en fait, et là qu'il faut le dire un peu à l'oral. Disons simplement que la recherche de l'Université Laval, comment est-ce qu'ils ont amené les résultats, ils nous les ont présentés comme des enjeux, les 6 enjeux qu'on a vus. Nous, ça a été vraiment la base comme telle pour produire ces recommandations-là. On a produit 8 recommandations. Les 2 premières sont plutôt de l'ordre de comprendre le contexte, comme par exemple définir la valeur patrimoniale du bâtiment, puis la bonne compréhension du contexte bâti. Puis ensuite, c'est vraiment les 6 critères, les 6 enjeux que vous avez nommés. Je vais les renommer juste pour le faire, mais le cadre réglementaire, les enjeux politiques, les valeurs, les savoirs, les besoins et la rentabilité. Merci Francis, tu me suis, puis je n'ai même pas besoin de te le dire. Je suis dans ta tête. Donc, les numéros 1 et 2, premièrement, se doter d'études pour comprendre le cadre bâti des villes et des municipalités et élargir la notion de patrimoine, c'est 2 recommandations qu'on met un peu dans l'idée de comprendre le contexte, évaluer le bâti. Tandis que de 3 à 8, c'est vraiment des recommandations plus ponctuelles qu'on va pouvoir passer aussi à travers. Et c'est le 3 à 8, c'est là où on va faire des liens avec les enjeux qui ont été élaborés dans la recherche. Premièrement, se doter d'études pour comprendre le cadre bâti des municipalités, c'est qu'il est essentiel d'avoir une bonne connaissance du territoire avant de mettre en place des règlements et de prendre des décisions qui influencent le développement de la transformation de la ville. Juste précision aussi, on a voulu faire ce guide de recommandations-là de manière à ce que ça soit le plus accessible pour tout le monde. En fait, c'est comme une forme de diffusion pour un peu mettre sur un pied d'égalité tout le monde qui lirait ce guide-là. Je changerai de slide. Dans le fond, dans cette recommandation-là, se doter d'études pour comprendre le cadre bâti des villes et des municipalités, nous, on faisait 3 sous-recommandations. En fait, cette première-là, c'est plutôt 3 types d'études qui permettent de comprendre le contexte. Il y a les études patrimoniales et l'inventaire du patrimoine bâti. L'inventaire du patrimoine bâti, ça sert de document de référence pour connaître l'ensemble des bâtiments construits, qui soit essentiellement, c'est ce qui rentre dans les inventaires, c'est ce qui est avant 1940, mais en même temps, les municipalités peuvent décider de mettre des bâtiments qui ont d'autres valeurs, en fait, dans ces inventaires-là. Puis les études patrimoniales, qui offrent une analyse approfondie d'un bâtiment ou d'un site qui comprennent une analyse historique, architecturale, urbaine, qui permet de dégager les valeurs patrimoniales du sujet d'étude, qui après permet d'intégrer les bâtiments dans les inventaires. Il y a les études... Non. C'est moi qui change de page dans mes notes, mais... Les études typomorphologiques, qui sont des études qui cherchent à retracer et comprendre l'évolution du cadre bâti d'une ville, puis les différents secteurs. Ça présente les différentes étapes de développement, l'histoire des activités, les usages, les caractéristiques paysagères, de manière à brosser un portrait du site à l'étude. Ça peut aussi indiquer les potentiels de développement du secteur. Et les études de caractérisation, qui, elles, sont plus précises. C'est des analyses de caractéristiques architecturales, historiques et paysagères et urbaines, propres à un territoire à l'échelle d'un quartier ou d'une ville. Elles permettent vraiment de cerner l'identité d'un lieu en abordant les aspects formels, constructifs, paysagers, urbains et naturels. Et là, je tourne pour vrai. Et ensuite, la deuxième recommandation qui est plus évaluer le contexte, c'est d'élargir la notion de patrimoine pour protéger davantage le cadre bâti.
La notion de patrimoine, ça dépasse le simple aspect historique de l'année de construction, tel que je disais. Ça peut aller dans les valeurs archéologiques, architecturales, artistiques, emblématiques, etc. Une valeur patrimoniale, c'est une qualité qu'une collectivité attribue à un bien qui en fait un élément important à connaître. Mais on aimerait ça préciser que, dans le fond, il y a les valeurs immatérielles du bien foncé. Et il y a aussi les valeurs à dimension concrète, celles, mettons, de l'ancienneté, de la qualité technique, architecturale et urbanistique qui balisent son usage. Merci Francis. Parmi les sous-recommandations de cette grande catégorie, il y a transformer pour mieux protéger le patrimoine. Si on entend que l'on doit protéger le patrimoine qui nous est légué, il faut également réussir à l'insérer dans notre ère contemporaine. Ça peut sembler banal, mais il faut quand même le prendre en considération. Reconnaître les diverses formes du patrimoine bâti. Décloisonner le regard porté sur le patrimoine au-delà des grands ensembles de biens immobiliers territoriaux. Tantôt, François parlait des institutions. Il faut savoir aussi reconnaître parfois la valeur patrimoniale des formes plus marginales. Puis, juste nommer les bonnes pratiques, là, une bonne manière de traiter de ça, c'est de s'entourer de professionnels pour identifier les bâtiments qui ont une valeur de préservation au-delà des critères traditionnels, qui peuvent ouvrir les yeux à certains critères. Et aussi mettre de l'avant les avantages qu'offrent certaines typologies. Par exemple, si on a le lieu ici, il y a certaines formes de typologie qui se prêtent bien à des usages plus contemporains. Considérer la valeur sociale des bâtiments comme critère de préservation. C'est que l'attachement d'une communauté peut également contribuer à sa valeur patrimoniale et lui donner une importance qui peut lui permettre de traverser le temps, en fait. Des fois, c'est juste de consulter la population locale pour identifier des biens à considérer, puis à mettre à l'inventaire du patrimoine bâti, puis favoriser l'implication de la population quand il y a des interventions sur les bâtiments. Je parle essentiellement des bâtiments qui ont peut-être plus un regard au terme d'une communauté, si on parle de mémoire collective aussi. Changement de slide. Dans les recommandations plus proches des enjeux, on commence à l'instant, consolidation d'une culture de préservation et d'entretien des bâtiments. Quand je parlais à l'instant de l'importance d'inclure les citoyens dans la discussion, c'est qu'ils peuvent être la première ligne de défense du patrimoine bâti. Les municipalités ils ont un rôle à jouer dans la diffusion de la connaissance de leur propre cadre bâti, puis ils peuvent également servir d'exemple en valorisant leur actif immobilier, soit par l'entretien ou la mise sur pied de projets de requalification. Donc, éduquer et sensibiliser les citoyens envers le cadre bâti, c'est un peu ce que je viens de dire, mais c'est plus évident pour une personne de protéger sans quoi... mettons que je dirais, c'est qu'on protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. Je dirais cette phrase-là issue de, je pense que c'est Jacques Cousteau. Mais mettons c'est qu'il faut encourager la connaissance et la compréhension du cadre bâti pour développer un lien de proximité puis de reconnaissance. Ça passe par là pour vraiment bien sensibiliser les citoyens. Valoriser l'implication citoyenne et communautaire, comme je disais, parce que c'est aussi une énergie puis une ressource mettre en place des projets puis de soutenir les bâtiments à travers le temps. Une communauté peut soutenir des bâtiments, que ce soit sur une artère commerciale avec des gens qui s'impliquent ou nécessairement des gens qui s'impliquent sur un bâtiment communautaire pour une municipalité. Le rôle de la municipalité comme propriétaire exemplaire, c'est juste qu'en donnant l'exemple d'une gestion exemplaire de leur propre parc immobilier, la municipalité il invite les citoyens à valoriser le réemploi de bâtiments. C'est un peu comme Trois-Rivières, quand tantôt on parlait de Trois-Rivières, qui était très investi dans le processus, au moins de le faire avec leur propre bâtiment et de peut-être même s'intéresser aux produits qui en découlent, ça permet de donner l'exemple, de prêcher par l'exemple. Évidemment, limiter la vacance des bâtiments, c'est un peu primordial parce qu'un épisode de vacances prolongé, ça peut être dommageable à plusieurs égards, et ça sur le long terme. Une occupation, ça cause souvent un manque d'investissement puis d'entretien du bâtiment. Laisser un espace vide, ça équivaut à le laisser dépérir le lieu, puis
ça constitue souvent un premier pas vers la démolition. Donc, d'occuper un bâtiment rapidement, c'est un peu le premier réflexe qu'on peut faire pour le protéger. Réaliser des études de potentiel pour... Excuse-moi, Francis, ça va... je vais plus vite. Réaliser des études de potentiel pour trouver des usages et une vocation future. Bien, de prendre le temps de réaliser des études, ça permet de trouver des usages. Puis de trouver les usages, c'est là qu'on va favoriser sa requalification, son réemploi. Si on sait qu'est-ce qu'on veut faire avec le bâtiment, c'est beaucoup plus facile de mettre en œuvre un projet pour le réaliser. Ensuite, envisager l'occupation transitoire comme outil de requalification. L'occupation transitoire, c'est une stratégie immobilière alternative qui consiste à occuper rapidement des bâtiments vacants ou sous-utilisés. Un des principaux objectifs de l'occupation transitoire, c'est de tester et d'expérimenter des activités afin d'alimenter des projets qui peuvent se déployer après sur le long terme. Ça permet de trouver une nouvelle vocation à des bâtiments parfois patrimoniaux, parfois qui sont simplement délaissés. Chaque projet d'occupation transitoire, c'est assez unique, puis ça répond essentiellement à des spécificités contextuelles du bâtiment. Puis ça, je pense que on peut pas avoir une règle, une recette générale d'occupation transitoire. Chaque cas est très, très, très contextualisé, précis, singulier, je dirais. Ensuite, tenir un registre des bâtiments vacants, c'est ce qu'on va le voir arriver de plus en plus là, avec la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Mais tenir un registre des bâtiments vacants permet d'établir une base de données puis de prendre des décisions éclairées, d'intégrer des mesures de gestion de vacances. Ça permet de taxer, ça permet de mettre des incitatifs comme par exemple taxer la vacance, mettre avec un règlement sur l'entretien d'immeubles, ça peut encourager les propriétaires à vraiment s'occuper de leur propriété. Merci Francis. Favoriser l'émergence d'une culture constructive locale. Un bâtiment qui n'est pas entretenu, ça risque d'accumuler des problèmes puis de nécessiter davantage de rénovation. La rénovation est nécessaire si on veut éviter la démolition. Il faut passer par là. Parmi les recommandations, on a élaboré des guides de design et d'intervention architecturale. Il est possible de produire des documents explicatifs qui reprennent des recommandations qui facilitent les demandes de permis de rénovation. Par exemple, préparer en amont des guides d'intervention en fonction des différentes typologies ou préparer du contenu graphique facile à comprendre des citoyens, les constructeurs, les professionnels. Créer des fiches conseils pour la rénovation. Les fiches, c'est des documents explicatifs qui s'adressent soit aux propriétaires, aux différents intervenants de la construction, mais ça permet de mettre en place et de donner des conseils, de créer une banque de données qui encourage la transmission de connaissances techniques pour des projets qui sont des fois peut-être de plus petite envergure. Quand il y a des typologies qui se ressemblent, ça permet de consolider un effort assez efficace. Donc, créer des fiches, cibler des types d'interventions, avoir du contenu imagé, demander l'avis des professionnels de la construction. S'assurer de préserver la connaissance du parc immobilier, avoir accès à de l'information, savoir qu'est-ce qui se passe pour les municipalités, de conserver des archives, d'avoir des plans. Tout ça, c'est des choses qui permettent de promouvoir les étapes de vie, les différentes étapes, de permettre que le cycle de vie s'enclenche puis qu'on ait un renouvellement de ce cycle de vie-là. Ça permet d'agir vite quand il y a une rénovation, un incident ou même quand c'est juste une question de vérification. Ça permet de de faciliter aussi tout ce qui est de la bureaucratie par rapport aux différents projets. Merci. Mettre en place un soutien financier et des moyens pour déployer à partir du niveau municipal. Une aide financière à un projet de rénovation peut être un incitatif pour un propriétaire afin de relativiser ses choix et décider d'investir dans sa propriété. Connaître les bons programmes gouvernementaux, c'est que la municipalité, c'est le principal organe de transition qui donne l'argent aux propriétaires, en fait. Il y a le ministère de la Culture et Communication, il y a le ministère des Affaires municipales de l'Habitation, la MAMACH.
qui peuvent être des gens qui donnent de l'argent pour certains projets, mais il faut nécessairement que ça passe par la municipalité. Donc, c'est à elle d'aller chercher les ressources financières des différents programmes qui après, elle pourra redistribuer aux propriétaires pour les bâtiments sur son territoire. Quelque chose qui est intéressant avec ça, c'est que les MRC, ils ont de l'expertise, ils peuvent jouer à cette courroie, aller chercher les subventions pour les municipalités pour leur territoire, puis leur permettre d'avoir accès. Puis aussi, dans les bonnes pratiques, c'est consulter les programmes du ministère de la Culture, être à l'affût de parce que ces subventions-là changent, évoluent, être à l'affût de ces programmes-là, puis communiquer avec les élus qui sont au fait des programmes ouverts. Non. Développer des programmes d'aide à la restauration et la rénovation. C'est, comme je disais, il revient aux municipalités de développer des programmes d'aide, c'est dans le fond comme courroie de transmission. Ils peuvent établir des programmes accessibles pour les habitants des municipalités. Puis aussi, ils peuvent diffuser et communiquer l'information sur la disponibilité de ces programmes. Mettre en place des moyens financiers pour l'accompagnement avec des professionnels. C'est que les professionnels qui œuvrent pour la requalification, la restauration, la rénovation des bâtiments sont d'une aide précieuse. C'est eux qui sont plus à même de mener ou d'aider les porteurs de projets pour ces types de projets-là. Donc, c'est d'être au courant des différents intervenants du monde professionnel, des différents champs d'expertise de chacun. Merci. Développer une réglementation adaptée au contexte et accessible. Une réglementation de base, c'est pas nécessairement quelque chose qui bouge, c'est quelque chose d'assez fixe. Être adapté, un coup si elle n'est pas adaptée, ça peut être problématique. Certains règlements municipaux, notamment ceux de la démolition, là, on va en parler, sont à la source d'un bon contrôle d'un parc immobilier d'un territoire. Tout règlement devrait donc être adapté au contexte de son territoire. Tant qu'il est important de bien communiquer, de sensibiliser les propriétaires aux implications pratiques qui incombent ces règlements, c'est aussi primordial de mettre en place des outils de vulgarisation. En gros, le règlement sur la démolition, excuse-moi, je suis pas habitué de demander, se doter d'un règlement sur la démolition des bâtiments spécifiques au contexte, c'est un peu une recommandation qui demande aux municipalités d'être préparées en amont avant de placer un règlement sur leur territoire. Ça leur permet de se poser des questions sur quel bâtiment devrait faire l'objet d'un regard par rapport à ce règlement de la démolition. Adapter le règlement sur la démolition des immeubles au contexte de la municipalité, aller au-delà des exigences de base du règlement et inclure plus de bâtiments que ceux qui sont présents dans l'inventaire patrimonial, parce que l'inventaire patrimonial, c'est une référence, mais c'est pas non plus les tables de la foi, ou c'est pas les 10 commandements. Établir les critères pour assujettir les bâtiments d'intérêt pour la disponibilité au règlement sur la démolition, et aussi adopter une enveloppe afin de payer, d'aider aux coûts associés à la réalisation des études de démolition. Développer un format de réglementation axé sur la vulgarisation, c'est que il faut s'assurer que les intervenants ont accès facilement aux informations qui leur permettent de gagner du temps. D'établir un format de réglementation convivial, ça aide à la compréhension d'un texte de règlement. Puis aussi illustrer certains règlements sous forme de schémas qui peuvent accompagner des textes plus ardus. Juste en titre de référence, il y a la version conviviale du règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal qui fait un peu cet effort-là, mais aussi le règlement du PIA illustré de la ville de Mascouche c'est un peu un random, on a eu à l'utiliser puis c'était très bien fait. C'est des références qu'on a dans le guide si jamais. Je ne l'ai pas dit, mais à chaque recommandation, on a des références qui viennent avec si ça permet d'éclairer les gens. Ensuite, développer des outils pour faciliter les demandes au PIA, c'est ça. C'est pour encourager les gens à rénover, faciliter leur compréhension des plans d'implantation, d'intégration architecturale, permettre de les sensibiliser au processus, organiser une documentation qui vulgarise l'information en indiquant les documents nécessaires et les étapes à prévoir permettent de faciliter les projets. Et la 8e recommandation, et non la moindre, considérer les coûts environnementaux liés à la démolition. Mis à part la production de déchets de construction, la démolition des impacts sur l'environnement lorsqu'elle entraîne une construction neuve. Chaque infrastructure existante a déjà nécessité l'émission de gaz à effet de serre lors de sa propre construction. Considérer tous les impacts environnementaux d'une démolition permet d'avoir une vision globale sur les cycles de vie des bâtiments et ainsi de faire des choix mieux éclairés.
Prolongation de la durée de vie d'un bâtiment grâce à son réemploi, sa rénovation et son changement d'usage permet de diminuer les déchets liés à la démolition de bâtiments, de diminuer l'extraction des matériaux et également de réduire les GES par rapport aux constructions neuves. Développer des incitatifs économiques pour limiter la démolition de déchets. En plaçant des incitatifs, les individus peuvent orienter leurs choix en amont de projet et ainsi orienter les choix. Parmi les bonnes pratiques, créer une taxation selon la quantité de déchets issus de la démolition, de la construction, de la rénovation. Faire des exemptions de taxes pour les projets de récupération de bâtiments à vocation sociale et communautaire. Prévoir des montants considérables pour décourager les demandes de démolition. Ensuite, mettre en place un système de déconstruction et valoriser les déchets liés à la démolition. Les déchets issus des matériaux de construction des démolitions peuvent être particulièrement nombreux puis finir à l'enfouissement. C'est un problème, vous en avez parlé aussi. Parfois, ceux-ci peuvent être utilisés si les infrastructures sont en place. Encore là, c'est une recommandation. Mettre en place des infrastructures pour les récupérer. Une meilleure gestion des déchets. Encourager la mise en place de centres de valorisation de déchets. Diffuser l'information au public sur les possibilités de revalorisation et de réemploi. Mettre en réseau une constellation d'acteurs dans le réemploi, les citoyens, les entrepreneurs, les professionnels. Je donne en référence RECO, qui est une organisation spécialisée dans la récupération de matériaux de construction. C'est un exemple qui, justement, ils vont récupérer des matériaux de construction et établir une forme de ressources, dans le fond. Ça fait comme des lots, puis ça permet de mieux redistribuer par lot des gisements de potentiel pour la rénovation. Ensuite, quantifier les GES issus de la démolition, de la reconstruction. Dans le cycle de vie des bâtiments, il est important de considérer l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie brute requise pour extraire les matières premières, les transformer, fabriquer, le produit, le distribuer, puis le recycler en fin de vie. Le bâtiment le plus durable, c'est le bâtiment qui est déjà construit. C'est facile à comprendre, mais c'est vraiment important de le redire. On peut conscientiser les citoyens à la quantité de GES issus de l'industrie de construction. On peut créer des incitatifs pour limiter la production de GES issus des projets de construction. Puis surtout, c'est de considérer l'apport des GES déjà présents, encapsulés dans les bâtiments qui sont construits pour valoriser le réemploi. C'est la clé. C'est tout. Alors, ce guide de recommandations qui va être disponible, Alice? Dans toutes les librairies près de chez vous. Allô, Alice, dans toutes les librairies. On va le faire publier à 10 000 exemplaires, le donner en porte-à-porte. Est-ce que tu veux venir nous rejoindre, Alice? Veux-tu te présenter, Alice? Allô tout le monde, donc moi je suis Alice Rabis, je travaille pour le CERIAC, donc Centre d'études et de recherche intersectorielle en économie circulaire et plus particulièrement pour le Lab Construction. Donc j'ai coordonné, accompagné l'équipe d'entremise de l'Université Laval, puis aussi 18 autres projets qui ont touché la thématique construction et économie circulaire à différents niveaux. Donc là, on a parlé de réutilisation adaptive du bâtiment, rénovation, mais on a aussi eu des projets plus en début de chaîne de valeur dans la conception de bâtiments adaptables et démontables, puis après d'autres solutions qui ont analysé la déconstruction. Et puis je vous laisserai aller consulter les informations sur le Lab Construction. Et donc ce rapport, ce guide de recommandation, puis aussi votre rapport de recherche, tout va être disponible. On travaille en ce moment à transférer les connaissances de tout ce qui est de tous les projets du Lab, donc 19 projets, puis il y a beaucoup d'informations, beaucoup d'outils très concrets qui s'adressent à vraiment une grande variété de personnes, donc des architectes, des ingénieurs, des municipalités. Et donc pour ça, on organise une programmation de webinaire qui aura lieu fin mai, entre fin mai et juin. Et il y aura à ce moment-là aussi une plateforme qui va être publiée en ligne où tous ces documents seront accessibles. Aujourd'hui, ils sont accessibles quand même sur une plateforme Miro qui est temporaire, donc on pourra probablement diffuser le lien aux participants. Je ne sais pas si vous voulez. Ouais. Ah ouais, ok, modifié. C'est bon. Merci, Alice.
Donc, on va passer à la période de questions. J'en ai quelques-unes pour vous, mais ça m'a fait penser, les GES encapsulés dans les bâtiments. La ville a commencé à mettre des étiquettes autour des arbres pour dire à quel point cet arbre-là absorbait en fait là, le carbone. Ça serait peut-être intéressant de faire la même chose au niveau des bâtiments, de mettre des petites étiquettes sur nos bâtiments pour savoir le carbone encapsulé dans ces fameux buildings. Je retournerai vers François et Pierre-Olivier. François, tu disais tantôt que le cadre réglementaire était bien adapté pour regarder vers le futur, mais très peu pour regarder dans notre rétroviseur et prendre conscience finalement du passé. Pour vous, c'est quoi la solution d'avenir par rapport à ça? Est-ce qu'il y en a? J'espère qu'il y a une solution. En fait, c'est pas nécessairement qu'on regarde qui regarde vers l'avenir. En fait, il regarde vers l'arrière. On a tout un cadre réglementaire qui a été mis en place à partir des années 50, avec lequel on vit, et qui est très large et qui est omniprésent. Et donc, à commencer par exemple avec le Code national du bâtiment et toute la réglementation municipale. Mais vous avez la réglementation qu'on pourrait dire directe, qui est comme ça, la réglementation qu'on confronte quand on fait un projet. Mais vous avez aussi tout un cadre réglementaire indirect, dont notamment la fiscalité, qui va avoir un impact énorme dans les décisions. Et déconstruire ce cadre-là, c'est extrêmement compliqué parce qu'effectivement, notre système économique a été basé là-dessus. Si on vous a mentionné là, la question de l'importance du processus, c'est dans le fond, on a reconnu que l'industrie de la construction avait un impact énorme dans son effet multiplicateur sur l'économie. Donc, chaque fois qu'on met de l'argent dans la construction, on voit finalement le travail qui va être créé, le travail direct sur les chantiers, le travail sur le transport des matériaux, la production des matériaux. Donc, dans ce sens-là, ça a été vendu, cet impact-là. Mais effectivement, le résultat, ça n'avait pas d'importance. Et puis, même, on peut dire, puis c'est même un gros enjeu, c'est que, dans le fond, tout ce qu'on a construit à partir des années 60 sont avec un cycle de vie d'environ 40 ans. Certains bâtiments, on est assez chanceux, n'ont pas été trop mal construits, on peut faire quelque chose. Il y en a un certain nombre qu'on ne pourra pas rien faire avec. Donc, il y en a aussi un certain nombre qu'il va falloir admettre qu'il va falloir les démolir, ce qui est très difficile parce que là, on est comme en contradiction avec une volonté de vouloir les sauvegarder. Mais ça, ça va être des cas par cas, mais vous pouvez imaginer que, surtout par exemple, à partir des années 70, les ingénieurs, dans une perspective de performance, ont décidé de calculer les structures où il y avait le moins à faire possible, le moins à mettre possible. Puis là, maintenant, en plus, on a changé il y a quelques années le code de construction, notamment les normes sismiques. Tout le Canada tremble. Et donc, là, tout à coup, il n'y a plus aucun bâtiment qui peut résister. Alors, Québec en particulier, c'est bien la seule chose qui bouge à Québec, c'est soi-disant la terre. Et on se rend compte que, de façon assez ironique, sur le cap, en fait, il n'y a pas de danger, parce que comme c'est une masse de pierre, bien, si elle monte, elle va redescendre, il n'y aura pas d'onde, en fait. Mais en basse ville, où c'est plutôt sédimentaire, il va y avoir là, des ondes plus longues et il y aura un véritable risque. Mais il y a quelques années, on a eu un appel comme ça pour nous faire dire que la cathédrale et le séminaire de Québec étaient menacés parce qu'on était en zone sismique, là, qui a vraiment été une décision d'obsolescence programmée pour finalement justifier la démolition. Donc c'est très, très difficile de changer quand tout le système a été fondé sur l'obsolescence programmée, de revenir dans une autre perspective. Alors, par différentes études, on commence à comprendre l'envergure de tout ça. Je mentionnais, là, il y a deux semaines, là, on a eu cette étude de HEC là, de M. Pinault sur notre voracité énergétique. Bon, ça, c'est un exemple. Ce qu'on vient de voir, c'est un autre. J'imagine dans les 18 autres études, on découvre d'autres facettes. Mais ça va demander beaucoup de... on va comprendre toutes sortes de détails, toutes sortes de mécanismes, tout en comprenant de façon générale comment toutes ces choses-là ont été mises en place. Puis, sans vouloir insister, mais vous savez, il y a 2 ans, là, le gouvernement du Québec avait développé une politique nationale de l'aménagement. Quand on voyait le comité aviseur, c'était tous les profs qui avaient écrit la loi sur l'aménagement 40 ans plus tôt. Alors, c'est très difficile de demander aux gens qui ont écrit la loi il y a 40 ans de leur dire, peut-être cette fois-ci, il faudrait la changer.
Donc ça fait partie aussi de la difficulté, c'est-à-dire un peu la gérontocratie dans l'État québécois, où finalement, il y a toute cette génération qui a construit le Québec à partir des années 70 et qui ne veut pas partir. Ils sont à la retraite, on va les chercher comme consultants, puis ils reviennent avec les mêmes solutions. C'est répandu, ça. C'est répandu, ça. Et est-ce que, en fait, à travers le cas d'études, tu voulais rebondir là-dessus? Ouais, pas nécessairement sur la fin, là, les consultants à la retraite. J'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Mais non, mais effectivement, je trouve ça intéressant ce que tu mentionnes, François, sur la complexité des enjeux et à quel point c'est des enjeux qui sont systémiques. Et puis, je pense que le guide de recommandations montre ça aussi, qu'il y a des recommandations qui vont vraiment aller chercher des changements profonds, je pense, quand même. Puis, dans tous les projets du lab, finalement, on a touché la partie visible de l'iceberg, il n'y a encore qu'une partie de cette partie. Puis, finalement, là, en faisant ces expérimentations à différents endroits du secteur de la construction, on voit qu'il y a des changements bien plus très profonds à mettre en œuvre, puis on les met en lumière. Puis, je pense que c'est ce que vous avez fait avec ce projet-là. Ouais. D'ailleurs, à travers le processus avec la ville de Trois-Rivières, est-ce que vous les sentez outillés dans le changement de ce problème systémique-là? Ben, quand on les a rencontrés, il y avait une belle ouverture d'esprit. Ils ont déjà beaucoup de choses. Ils ont des fiches. Il y a des politiques du patrimoine. Il y a même une politique de réutilisation. Mais en même temps, bon, les gens sur place sont dans une logique où on fait de la gestion. Hein. On gère des permis, on donne des permis, on fait du service aux citoyens. On n'est pas dans la planification. Donc, pour eux, c'est des enjeux qui sont tellement loin que ils aimeraient tellement ça. Là, ils sont all-in dans le projet, mais bon, on va le faire quand on va avoir le temps. Donc, c'est vraiment une question de changer les paradigmes puis d'essayer d'aller un peu plus loin. Puis la jeunesse, on a parlé à des gens qui étaient très jeunes. Puis, ben, en fait, pour pas infirmer ce que François dit, ben, il y a une certaine résistance au changement, puis les jeunes, tranquillement, poussent dans cette direction-là. Après, on verra ce que ça donne, mais il y a une volonté au moins. Donc là, on se ramasse avec une réglementation qui est focalisée sur le futur et des villes qui sont focalisées sur le passé sans planification vers le futur. Une belle dualité. Est-ce que, je me retourne vers le public, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Oui. La question de la décontamination des bâtiments contaminés à l'amiante n'a pas été nommée dans votre étude. Est-ce que vous avez rencontré à Trois-Rivières des rénovations qui impliquaient une décontamination à l'amiante? Parce que c'est un enjeu de tous les bâtiments des années 50 ou plus, 70. Quand nous, on est dans le réemploi, quand on fait des inventaires, on est obligé de se soucier de savoir c'est quoi qu'il y a derrière les murs. Mais ça, quand on parle de requalification des bâtiments, forcément, il me semble que les politiques municipales devraient prendre en compte qu'il y a de la décontamination à faire si on veut garder les structures. En fait, pas spécifiquement. La ville nous en a pas parlé. Je ne sais pas si c'est juste passé sous le radar, mais c'était pas un enjeu au niveau municipal. C'est souvent plus dans le développement des projets. Puis vu que c'est une réglementation qui est davantage provinciale que municipale, je pense pas que la ville ait vraiment des enjeux particuliers pour la contamination de l'amiante. Là. Mais oui, effectivement, c'est un point important parce que ça peut amener des frais. Puis, tu sais, toute une question de rentabilité. Quand c'est plus cher de décontaminer, des fois, les gens préfèrent démolir. On a parlé à un promoteur là-bas qui nous disait, tu sais, travailler dans l'existant, c'est beaucoup plus compliqué. Puis souvent, c'est... même la Ville a confirmé que c'est les promoteurs qui viennent d'ailleurs, donc par exemple les promoteurs de Montréal qui ont tendance à venir à Trois-Rivières maintenant parce que les terrains sont pas chers, parce qu'il y a beaucoup à construire. Ils nous ont dit qu'ils sont beaucoup plus audacieux que les promoteurs locaux qui, eux, ont acheté des grands lopins de terre en banlieue puis font le développement en région, pas en région, mais disons en banlieue plutôt qu'au centre-ville. Mais on n'a pas de données particulières spécifiques pour ça. Je ne sais pas si toi, Alice, non plus. Merci. Grosse question, la décontamination. Mm-hmm. Gros poids aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? On va t'amener un micro pour que tout le monde puisse entendre ta belle voix. Dans un premier temps, merci pour vos explications et la présentation du guide de recommandation. Je trouve ça super intéressant. Ma question est par rapport justement au guide de recommandation, dans un but justement où auprès des municipalités, souvent
peut-être plus dans le secteur résidentiel. Souvent, les personnes ne sont pas nécessairement bien au fait et bien outillées pour réaliser leur projet. Là, je vois, dans le guide de recommandation, il y a beaucoup de choses qui pourraient être perçues par le citoyen comme en alourdissant le processus. Peut-être, je parle justement, je pense à tout ce qui est gestion des GES et quantification des GES. Dans le processus d'obtention de permis, ça pourrait être perçu comme justement un bloquant additionnel du côté du citoyen. Comment est-ce qu'on peut accompagner les villes, puis accompagner, dans le fond, les gens dans ce processus-là pour qu'ils ne se sentent pas nécessairement que la mise en place de ces recommandations-là alourdissent le processus? Je ne sais pas si ma question est claire. Là, Oui, essentiellement, c'est sûr que le guide se veut une vulgarisation at large, si je peux me permettre l'anglicisme, le mot anglais directement. C'est sûr, certain, quand on parle de GES, puis monsieur, madame, tout le monde qui arrive à la ville pour rénover sa maison, peut-être qu'elle, cette personne-là n'a peut-être pas ça en tête. Par contre, la ville qui délivre le permis, qui, elle, va être la première instance à qui ils vont s'adresser, peut-être qu'elle peut faire de la sensibilisation par rapport à ça. Mais c'est aussi de produire des objectifs au sein même de la municipalité pour que les projets des citoyens soient en ligne avec ces considérations-là, avec cette mentalité-là. Parce que c'est un changement de mentalité en général, tu sais. Quand on dit qu'il faut pas démolir un bâtiment puis qu'il faut le préserver parce que c'est ça qui cause le moins de GES, par exemple, ben si quelqu'un veut démolir une partie de sa maison, démolir une maison complètement qui est ancestrale, mais qui se dit je vais construire une maison parce que ça va me coûter moins cher, ben il faut que la municipalité puisse avoir des balises ou qui soient outillés pour avoir un dialogue, en fait. Je pense que c'est surtout ça. Puis c'est sûr, certain, on aimerait que tout le monde comprenne les enjeux environnementaux. Je pense que de diffuser, de sensibiliser, je pense que je dirais que c'est la pierre angulaire de cette chose-là. Je pensais que c'était l'air de vouloir réagir. C'est toujours une question de fardeau. T'sais, est-ce que le fardeau revient à l'individu ou à la ville? Après ça, c'est très complexe au niveau de la ville parce qu'eux aussi ont très peu de moyens, surtout pour les petites municipalités. Mais je pense aussi que ça passe par la sensibilisation, puis après ça va être aussi comment les villes vont se doter dans leur réglementation d'outils qui va faciliter cette prise de conscience-là. Mais je laisserai aussi François... Bien, j'ajouterais simplement que quand on rénove, ça coûte cher. Et que, dans le fond, généralement, les gens cherchent à bien faire. Hein. On n'est pas dans une... Vous savez, on n'est pas dans une dynamique de vengeance, par exemple, vous savez, les gens cherchent à bien faire, puis ils suivent les références qu'on leur donne. Donc, ils suivent les références qu'ils voient dans la fin de semaine dans le cahier CASA du Journal de Québec, puis qui leur dit, qu'ils allaient faire telle chose, ou ils voient dans les émissions de télévision, ils voient, donc il y a toute cette sensibilisation populaire qui les oriente. Des fois, les gens sont sensibles aux enjeux environnementaux, mais ils ne savent pas effectivement comment le faire. Il y a un peu le paradoxe aussi que c'est finalement des fois quand les opérations sont les plus simples, où en fait, où il y a, en principe, il n'y a pas beaucoup de travaux, mais où il faut faire les bons choix. Puis souvent, les gens ne sont pas accompagnés, ils n'ont pas d'exemple. Puis ça, effectivement, est-ce que les municipalités vont pouvoir mettre en exergue les exemples, les présenter? On n'a pas... c'est vraiment intéressant aussi de comprendre que même par rapport aux États-Unis, on n'a pas du tout une tradition de documenter les choses, de donner accès à l'information. Donc, les gens font un peu en regardant ce qui se fait autour, en fait, de leur voisinage. Puis, à un moment donné, vous allez découvrir avec une certaine surprise que il y en a un qui a mis une telle fenêtre, puis là, les voisins se sont mis à mettre la même fenêtre autour parce qu'ils pensaient que c'était la fenêtre parce qu'ils avaient le permis, même si c'était peut-être pas le bon choix, en fait. Donc, il y a une espèce d'émulation à générer, puis une documentation à donner. Puis jusqu'à maintenant, on ne l'a pas beaucoup fait parce que c'était pas important, en fait. C'était pas valorisé. Puis même quand on vous a dit, les gens déclarent au permis
des valeurs complètement absurdes par rapport au coût réel des travaux. On est dans un drôle de jeu. D'un côté, on fait semblant que ça coûte pas cher. D'un autre côté, tout le monde espère un retour sur l'investissement cohérent. Il y a un petit mensonge qu'on se raconte dans le merveilleux monde de la rénovation. Puis il y a un dernier aspect qui est indirect. Vous savez, si vous faites des travaux puis vous rénovez votre maison, bien, la valeur de la maison augmente. Puis là, vous êtes pénalisé sur la fiscalité. Donc, paradoxalement, vous ne faites rien, bien là, vous bénéficiez. En plus, nous, on avait réalisé dans un autre travail que, dans le fond, la fiscalité au Québec, elle est fondée sur la valeur foncière, elle n'est pas fondée sur l'impact environnemental. C'est-à-dire, elle n'est pas fondée sur l'espace qu'on occupe. Donc, nous, ce qu'on s'est rendu compte à Québec, c'est que, finalement, si vous habitez en banlieue, vous avez, pour le même dollar, vous avez 4 fois plus d'espace que vous habitez en ville. Ou, inversement, vous payez 4 fois plus d'impôts pour un mètre carré en ville par rapport à un mètre carré en périphérie. Donc, les gens qui vont rénover en quartier ancien, ils sont pénalisés par rapport aux gens qui sont en périphérie. Alors, vous voyez aussi que notre système est très pervers, en fait, par rapport aux gens qui voudraient améliorer leur maison, faire les travaux comme il faut, parce que notre système les décourage, en fait, pour le moment, parce que le but, c'était l'expansion. C'est décourageant, même pour des gros projets et pour des promoteurs. Merci pour la question. Puis je pense que c'est aussi une responsabilité qui est assez partagée. C'est aussi la responsabilité des professionnels d'orienter ces choix-là, puis d'être en capacité aussi de démontrer que la chose à faire, c'est peut-être rien faire ou faire le moins de choses, le moins d'interventions en fait possible. Oui? J'aimerais rebondir sur ce qui vient d'être dit par rapport à la fiscalité. Est-ce qu'en écofiscalité, on ne pourrait pas penser que les municipalités encouragent, disons, le remplacement d'une toiture pour une toiture en tôle au lieu de faire du bardeau d'asphalte, parce que l'impact, le cycle de vie est beaucoup plus court et donc de penser que les choix des citoyens pourraient être éclairés par le cycle de vie, la durabilité du produit, puis qu'avec la fiscalité, disons, la municipalité pourrait évaluer les propriétés en fonction de la qualité écologique et du cycle de vie du produit? Je pense qu'il y a deux niveaux à ce niveau, au niveau de fiscalité. Il y aurait une fiscalité municipale qui, par exemple, nous, on avait fait l'exercice à Québec. Bon, ça paraît un peu drôle, mais on l'avait fait au mètre linéaire. Parce que, dans le fond, dans une ville, la ville offre des services au mètre linéaire. Donc, si vous avez une façade de 7,50 mètres, bien, on va déneiger 7,50 mètres, on va éclairer 7,50 mètres, vous allez avoir de l'eau sur 7,50 mètres. Alors, dans le fond, dans un lot de banlieue qui fait 15 mètres, vous avez deux maisons. Et puis, sur 15 mètres, dans un quartier comme Limoilou, vous avez 4 triplex, donc 12 logements. Mais ce qu'on découvrait, c'est qu'on payait beaucoup plus d'impôts sur ces 4 triplex que quand on habitait. Alors, au niveau municipal, la fiscalité pourrait être environnementale, c'est-à-dire l'espace qu'on occupe et les services qu'on tire. Puis au niveau provincial, parce que, par exemple, dans de nombreux pays, par exemple, on va permettre de déduire les frais hypothécaires. Je ne dis pas de déduire les frais hypothécaires, mais on pourrait, par exemple, donner une plus-value, justement, parce qu'il y a un certain investissement en faisant un certain choix de matériaux. Aux États-Unis, par exemple, quand les bâtiments les interventions sur le patrimoine, c'est beaucoup la fiscalité qui permet d'absorber les coûts plus élevés de la rénovation, donc utiliser des matériaux naturels, utiliser de la main-d'œuvre plus compétente, d'être obligé, par exemple, tous les travaux de professionnels, donc tous les documents vont être déductibles. Alors, le système américain, et ça explique quand vous allez en Nouvelle-Angleterre, vous trouvez les villages jolis, bien, c'est pas... Ils ont beaucoup de goût, mais aussi l'État américain les aide, en fait. Alors qu'effectivement, ce système-là n'existe pas du tout au Canada. Et donc, ça explique, en fait, effectivement, que ça pourrait être une façon, au niveau provincial ou fédéral, peut-être plus au niveau des impôts, que ces politiques-là pourraient être mises en place, effectivement. Est-ce qu'on aurait une dernière question? Oui. Merci. Bonjour. Vous parliez du calcul au niveau du mètre linéaire, enfin au niveau linéaire. Est-ce que dans le calcul des impôts locaux, par exemple, des impôts municipaux,
est-ce que c'est pris en compte au niveau comment je pourrais dire, des réseaux, égouts, aqueducs, etc. Parce que quand on construit en banlieue, c'est forcément, pour les raisons que vous évoquez, il y a beaucoup plus de réseaux qui sont impliqués. Donc finalement, ça coûte plus cher de construire, d'alimenter en infrastructure publique des plus grosses propriétés en banlieue que, par exemple, 4 duplex dans le quartier d'Imal. Ben, en principe, oui. Mais dans les faits, non. En fait, jusqu'aux années 2000, jusqu'aux années 90, en fond, toutes les infrastructures étaient payées par le gouvernement du Québec. Donc, les nouveaux quartiers se développaient, payés par l'ensemble de la collectivité. Et aujourd'hui, en fait, parce que quand l'Élitière avait travaillé sur le Code Québec, ce qu'on essaye de faire dans les budgets municipaux, c'est de dire que tous les citoyens reçoivent à peu près le même montant en termes de services et de coûts. C'est pour ça qu'on dit, une maison de 100 000 $ à Sainte-Foy ou une maison de 100 000 $ à Vanier ou en complète périphérie paye le même niveau d'impôt. Mais ce qu'on s'était rendu compte, c'est que entre les revenus générés et les coûts au mètre linéaire dépensés, effectivement, les arrondissements centraux font de la périphérie font du transfert vers la périphérie. Donc, c'est ça. Limoilou, c'est l'Alberta de Val-Bélair, en fait. Donc, c'est assez étonnant, en fait, parce que les gens ne se rendent pas du tout compte. Et en fait, aussi, on s'était rendu compte, par exemple, que dans les quartiers Sillery et Sainte-Foy, qui sont les quartiers riches de Québec, en fait, en termes de fiscalité, au mètre linéaire, c'est beaucoup moindre que Vanier, qu'on sait comme un des quartiers les plus pauvres. Alors, on réalise, en fait, que notre système il y a vraiment une distorsion. Mais c'est aussi la même chose qu'a constaté, en fait, les HEC sur la consommation d'énergie, en fait, ou la consommation d'eau. Par exemple, dans le fond, comme on ne paye pas pour l'eau, on nous dit toujours, là, si on mettait à payer pour l'eau, les pauvres ne pourraient pas se laver. Mais en réalité, c'est les piscines qui ne payent pas, en fait. Donc, c'est pour ça que on a un système qui encourage, en fait, l'étalement, qui encourage la consommation et qui pénalise ceux, finalement, qui auraient le défaut de ne pas en prendre, de ne pas en abuser. Merci beaucoup, François, Pierre-Olivier, Alice, Pierre-Luc. Merci. Donc, plein de problématiques, plein de solutions. On espère que le guide vous sera un peu utile dans vos réflexions. On vous référera vers le site pour que vous puissiez en prendre connaissance. Merci à tous et à toutes de vous être déplacés. Et je vous invite à prendre un petit moment pour discuter entre vous. On a un bar à l'arrière pour ceux qui souhaitent s'abreuver. Merci.